Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Vous vous souvenez parfois lorsque j'ai abordé le sujet concernant le progressisme, et plus particulièrement le wokisme. Encore une fois, si certains n'ont pas vu cette vidéo, je rappelle que le wokisme c'est une culture extrémiste, progressiste, qui jongle énormément sur les bases, les piliers même du postmodernisme, sur des pratiques de digression, de transgression, de provocation, de déconstruction des systèmes, des bases culturelles, morales, en matière de valeurs, valeurs humaines, valeurs sociétales, etc. Et souvent j'ai dit qu'il va y avoir un moment donné où il va y avoir une confrontation, surtout sur le plan politique, c'est-à-dire ces politiciens qui surfent complaisamment sur ces mouvances, pour évidemment un clientélisme électoral. Il va y avoir un moment donné où, plus particulièrement, dans les endroits où d'un côté on caresse dans le sens du poil, des cultures, et en même temps le progressisme absolu dans les diverses expressions communautaires, et communautaires aussi également de l'autre côté. C'est par exemple en France des politiciens qui un jour ou l'autre vont se retrouver en face de la situation où ils ne pourront pas promouvoir les cultures LGBT et l'islamisme. Il va y avoir un moment donné où ça va coincer. Et localement, j'ai envie de dire, ça commence à coincer. Et je vais vous raconter cette petite anecdote qui a soulevé quelques petits organismes de presse, mais plutôt à l'échelle locale. Je vais vous parler de ce qui s'est passé dans le Michigan récemment. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que le Michigan, c'est l'un des États des États-Unis où il y a la plus forte concentration de communautés musulmanes. Musulmanes aussi bien maghrébines, arabes que pakistanaises, en sachant qu'elle est majoritairement évidemment des communautés issues de pays plutôt anglophones que francophones, donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup plus de musulmans issus des pays arabes, style Afghanistan, Syrie, Iran, au-delà évidemment, au-delà du communautarisme spécifique, plus particulièrement lié à la pratique religieuse, qu'elle soit dans la mouvance sunnite ou chiite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé ceci. La petite bourgade de Dearborn, qui se trouve dans le Michigan, plus particulièrement, si ma mémoire est bonne, je crois que ça se trouve dans la grande agglomération de Détroit, au nord-ouest, ou plutôt ouest de la grande agglomération de cette ville que vous connaissez certainement. Donc se trouve en effet dans l'état du Michigan, aux USA, située dans la banlieue ouest de Détroit. Elle a cette particularité de rassembler une forte communauté musulmane, sachant que l'état du Michigan est le plus particulièrement la métropole de Détroit, et c'est vrai que pour y avoir été de reprises, j'ai souvent constaté qu'il y a beaucoup d'endroits où on trouve des panneaux écrits en arabe. Une grande majorité donc des musulmans des régions du Moyen-Orient qui ont constitué une réelle communauté qui aide souvent l'immigration de leurs compatriotes, à l'image de ce que les Irlandais ont été à Chicago, à New York, ou encore les Japonais ou les Chinois sur les principales villes de côte ouest comme Los Angeles et San Francisco. Sauf que le Michigan est un État progressiste, entre les mains depuis de nombreuses années des démocrates. Donc, par conséquent, politiquement, ce sont des gens qui défendent les minorités, qui défendent les droits civiques, en tout et pour tout. Sauf que parfois, il y a des incompatibilités vers ce qu'ils défendent. Et ce qui est amusant, c'est de voir depuis quelques jours un problème de télescopage idéologique. En effet, des familles musulmanes de Dearborn ont manifesté contre la présence dans la bibliothèque municipale
de livrets LGBT. Aouh. Un dimanche après-midi du mois dernier à Dearborn, Naji Al-Mudachi est monté sur scène pour s'adresser à la foule rassemblée devant la Henry Ford Centennial Library pour manifester contre certains livres LGBTQ dans les bibliothèques des écoles publiques de Dearborn. Je voudrais commencer tout d'abord par une prière, a déclaré l'individu, et je vais réciter le chapitre de la Fatiha, ouverture du Coran, en arabe, puis je lirai une traduction en anglaise. Pendant qu'il parlait, certains dans la foule brandissaient des pancartes dénonçant les livres et les matériels pédagogiques des écoles publiques qu'ils estiment trop explicites pour les enfants. Arrêtez de laver le cerveau de nos enfants. Pouvait-on lire sur les pancartes d'une femme enveloppée dans une robe de chambre? Ben oui, parce que c'est difficile dans les médias américains d'appeler un chat et un chien. Arrêtez de conditionner les élèves, vous êtes des animaux sexuellement perverses. Pouvait-on lire sur une autre pancarte, brandie par Wadessa Wassir, un habitant de Dearborn, qui faisait partie des centaines de personnes présentes lors du rassemblement le 25 septembre dernier. Majoritairement musulmane. Une femme portant un foulard a brandi une affiche avec un X rouge au-dessus d'un drapeau de la fierté qui disait « Garde ton esprit tordu pour toi ». Certains ont lancé des insultes anti-gays et un contre-manifestant qui est trans, qui est trans, Samel Smalley, et lui a répondu « Va chialer ». Je cherche refuge en Dieu Tout-Puissant contre Satan, le maudit, le nom de Dieu, le plus pâtissant, le plus miséricordieux, a déclaré Al-Mudachi. Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de tous ceux que tu as bénis et non pas ceux contre qui tu es en colère, ni ceux qui sont égarés. Amen. La scène du 25 septembre a reflété la façon dont la religion façonne les débats intenses qui ont lieu à Dearborn, Amtrak et d'autres villes cette année sur les communautés LGBT et l'éducation. Une autre manifestation est prévue lundi à Dearborn à l'occasion de la réunion du Conseil des écoles publiques de Dearborn. Pendant ce temps, à Amtrak, les graffitis anti-gays apparurent le mois dernier devant l'hôtel de ville. Dans les deux villes, ce sont les chrétiens conservateurs qui, au départ, ont suscité des craintes à l'égard des livres ou des personnes LGBT, influençant ainsi certains membres de la population musulmane de la ville à reprendre leurs idées et faire pression pour que des changements soient apportés dans leur ville. Au cours de son intervention, M. Al-Mudachi, qui est musulman, a fait l'éloge de Stephanie Butler, une mère de Dearborn qui est chrétienne et qui aide à diriger les efforts déployés à Dearborn pour faire retirer certains livres et autres matériels des écoles de Dearborn. Jusqu'à présent, 6 livres, dont une majorité sur les thèmes LGBTQ, ont été retirés et l'accès au système en ligne de la bibliothèque a été restreint pour les élèves. Al-Mudachi a déclaré que les partisans des livres nous traitent d'extrémistes religieux, mais ils doivent avoir un certain dérangement mental pour soutenir ce genre de choses. Il a entraîné les foules dans des chants de Hell No et a ensuite fait l'éloge de Butler. En ce moment, Dearborn est au milieu d'un grand réveil, a dit Al-Mudachi, en utilisant des références religieuses. Et ça n'a que trop tardé, et il est grand temps. Il y a un mois, nous avions une Stephanie Butler. Aujourd'hui, mashallah, Dieu soit loué, je vois qu'il y a des centaines de Stéphane Butler. Et demain, Inch'Allah, nous ne serons plus réduits au silence, nous ne serons pas intimidés et ensemble, unis, nous ferons la différence. Madame Butler a fait référence au livre saint du christianisme et de l'islam, dont son discours lors du rassemblement a affirmé que les écoles poussent à cette pornographie sur nos enfants. Ces gens veulent sexualiser nos enfants, a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas avoir de Bible, nous ne pouvons pas avoir de Coran, mais nous pouvons avoir des
cochonnerie. La foule a souvent applaudi lorsque Butler parlait, l'acclamant lorsqu'elle attaquait les écoles publiques pour leur matériel éducatif et l'entraînant dans les cris de « trop, c'est trop ». Dieu veille sur nous, a dit Butler, Dieu est là pour nous protéger. Je peux dire maintenant que mon cœur est plein de voir la communauté se rassembler au nom de la protection de nos enfants. Après le rassemblement, certains conservateurs du Michigan ont salué l'événement comme un exemple de coopération entre musulmans et chrétiens. La coprésidente du Parti républicain du Michigan, Machen Maddock, a publié des photos du rassemblement de Dearborn dans un tweet dont voici un extrait. Les démocrates ont un gros problème. Plus de 800 parents musulmans et chrétiens sont venus protester contre la sexualisation de leurs enfants dans les écoles publiques de Dearborn. La politique peut également jouer un rôle. Maddock et d'autres conservateurs affirment que les manifestants voteront républicains en novembre. Dans son tweet, Maddock a écrit « Devinez ce qu'ils ont répondu lorsqu'on leur a demandé « Comment voterez-vous » Ils ont répondu « Républicain ». Paul Bruce, un enseignant retraité des écoles publiques de Dearborn, qui est homosexuel, a également pris la parole lors de ce premier rassemblement. Ce sont les mêmes personnes qui étaient pour le Muslim ban, a dit Bruce. Savez-vous seulement à quel point l'alliance que vous avez conclue avec ces gens est impie? Ces haineux vont se retourner et vous traiteront de terroristes demain. En ce simple événement, ça résume finalement toute la complexité que nous rencontrons également en France. Exactement le même problème. C'est-à-dire que la récupération politique des conflits, des idéologies communautaires, dans l'intérêt de vouloir essayer de tirer parti de certains conflits, eh bien, force est de constater qu'ici, on est dans un très bel exemple de ce que autrefois certains conspuaient les autres, eh bien, tout d'un coup, pour la raison politique, idéologique, arrivent à se retrouver avec les autres, qu'ils accusaient autrefois de terroristes. Car, en effet, les ultra-conservateurs, catholiques, chrétiens, protestants, toutes les églises évangélistes qu'il y a aux États-Unis, pour la plupart, en effet, ont été assez véhéments dans les années 2000, après les événements du 11 septembre, contre l'islam, contre les musulmans. Or, force est de constater qu'ici, nous sommes en face d'un événement qui, en effet, s'il y a peut-être une erreur, une incompétence de la part de la municipalité de Dearborn, d'intégrer dans la bibliothèque des livres pour éclairer, éduquer, profaner la bonne parole de l'identité LGBTQ, sachant qu'elle a quand même une grande majorité de gens, même s'ils ne sont pas forcément tous religieux, qui ne peuvent pas négliger certains aspects, certains concepts, certaines doctrines de leur religion. Et que par conséquent, ça allait forcément poser problème. Sauf que, comme c'est pour ça que je vous dis, il y a toujours derrière le petit côté politique. Vous avez une femme chrétienne, catholique, qui est venue soutenir ces musulmans contre la pornographie. Eh bien, tout ceci, finalement, c'est bien le résultat de manipulation. C'est-à-dire qu'on a certainement mis en exergue le fait que la bibliothèque de Dearborn, le fait que les écoles publiques abordaient le sujet des LGBTQ. Après, tout dépend de la façon dont c'est fait. Est-ce que c'est fait dans un contexte éducatif, d'enseignement, d'éclairement, de permettre aux gamins d'acquérir une certaine vision des choses, ou est-ce que c'est fait de façon propagandiste? Là, évidemment, on n'en sait rien. Le fait est, c'est que, à partir du moment où la communauté musulmane de cette petite ville a commencé à protester, eh bien, est venue s'incrémenter, évidemment, une partie de cette Amérique. Une partie de cette Amérique ultra-conservatrice, très souvent très religieuse, se référant toujours à des textes issus de la Bible sur le comportement, la morale, la vertu, et de ce fait rejoignent plus ou moins ces musulmans, et ces musulmans, finalement, vous voyez, nous autres républicains,
Nous voulons défendre des valeurs que nous partageons. Donc, aux prochaines élections du midterm, ça serait bien si vous votiez pour nous. Bon, évidemment, le vote ne changera pas grand-chose à l'échelle de l'État. D'autant plus, je ne crois pas que le Michigan fait partie des États qui remettent en jeu le statut de gouverneur pour ce prochain midterm. Parce que oui, le midterm, je vais vous en expliquer quelques petits tenants dans quelques minutes. Ce n'est pas uniquement que des élections législatives comme on connaît en France, où on renouvelle une partie ou toute une partie du Parlement ou d'un des deux parlements. En l'occurrence, en France, législative, c'est l'Assemblée nationale. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que le Sénat, ce sont les élus, et non pas les Français qui votent pour les sénateurs. Personnellement, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Si je devais réécrire la Constitution, moi, je mettrais, je trouve le modèle américain plus ou moins assez performant pour une réelle démocratie. C'est-à-dire que les Américains votent à la fois pour leurs représentants, mais aussi pour leurs sénateurs. Je trouve que ça serait pas mal qu'en France, on puisse aussi permettre aux Français de choisir, de décider au niveau du Sénat. Petite parenthèse. Donc voilà, on est bien, oui, dans cette récupération politique d'un problème qui est né d'une politique d'ouverture, d'esprit, de progrès. Alors je ne veux pas parler de wokisme, et un parti politique qui repose aujourd'hui, pour beaucoup, sur un électorat qui est assez ultra-conservateur, du fait que l'électorat majoritaire chez les Républicains, qui est un électorat plutôt modéré, eh bien, en a tellement gros sur la patate de voir ce parti en telle déliquescence, en a gros sur la patate d'avoir voté pour peut-être certains d'entre eux Donald Trump, et finalement avoir voté Donald Trump bon an mal an, sans se rendre compte que finalement c'était pour eux un moyen de délivrer un message au parti républicain en disant arrêtez de nous envoyer des candidats de merde, essayez de vous rénover un petit peu, etc. Sauf que malheureusement ils n'ont pas été entendus. Et c'est cet électorat qui a manqué à Donald Trump, qui n'a pas voté Donald Trump aux dernières élections, qui s'est abstenu d'une manière générale. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de cette ancienne candidate aux primaires de 2020, Tulsi Gabbard, qui a claqué la porte. Mais il faut savoir qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'Américains qui n'hésitent à claquer la porte des démocrates, mais qui commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol de ce parti qui est détenu aujourd'hui par déjà par des vieilles peaux, par des vieux croulants qui justement jonglent un peu trop avec les idéologies progressistes et surtout évidemment avec le wokisme et évidemment avec les BLM. Et ça agace. Ça agace de plus en plus d'Américains qui voudraient quelque chose de neuf, qui voudraient quelque chose de nouveau, qui voudraient qu'on les prenne un peu plus au sérieux et qu'on arrête ces discours très consensuels, très complaisants, voire même très infantiles. Car malheureusement, aux États-Unis, et avec le midterm, on commence à le voir de façon beaucoup plus flagrante, c'est que malheureusement, les politiciens de premier ordre ont des discours infantiles. C'est vraiment des discours où on a l'impression qu'ils s'adressent à des gamins de 5 ans, à des attardés. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est ce que vous retrouvez en France. En France, ces fameux politiciens, certains d'entre eux sont passés d'ailleurs par les American Young Leaders, je rappelle. On les écoute aujourd'hui, moi j'ai pas l'impression d'écouter un politicien. J'ai plutôt l'impression d'écouter quelqu'un qui me prend pour un débile, qui veut essayer de me prendre par les sentiments, qui veut essayer de me faire culpabiliser, de penser le contraire de ce qu'il dit. Non. Donc vous voyez, quand on parle d'américanisation de la vie, du paysage politique français, c'est pas totalement faux. Et force est de constater que quand on gratte un petit peu, eh bien, force est de constater que malheureusement oui, puisque là, aujourd'hui, je dirais presque plus de la moitié de vos politiciens en France sont rodés
rodés à des techniques, rodés à des enseignements, voire conditionnés à des politiques atlantistes, à des politiques américaines. Alors maintenant, parlons un petit peu, en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du midterm. Alors, comme je vous l'ai dit, le midterm, ce n'est pas uniquement qu'un renouvellement d'un tiers ou d'un quart des sièges du Sénat par les Américains. C'est aussi la possibilité pour, dans certains États, de renouveler un certain nombre de postes. Ça peut passer de postes de gouverneur, de postes de procureur, et également des élections locales qui vont avoir lieu, que ce soit pour des districts ou des comtés. Et la preuve en est, c'est voilà, nous avons par exemple ici North Carolina State Board of Election Judicial Voter Guide 2020 Midterm General Election. Voilà, donc là vous avez ce petit fascicule, vous voyez, voilà, Caroline du Nord, et dans ce fascicule, donc vous avez donc la Regular Vote Registration Deadline, qui est le vendredi 14, donc ce vendredi. Vous avez également One Stop Early Voting Starts, donc les votes commenceraient donc le 20, s'arrêteraient le 1er novembre, et il y a d'autres sessions qui ont prévu pour le 5 et le 8 novembre, suivant les statuts des comtés et des districts. Alors par exemple, donc voilà, vous avez les candidats pour alors il y a le siège, il y a le siège 3, siège 5, siège 8, siège 9, siège 10 et siège 11 qui vont être mis en place. Et donc vous avez un candidat républicain et un candidat démocrate pour chacun des postes. Donc c'est la Cour suprême de Caroline du Nord qui a deux sièges à remettre en jeu. Vous avez la Cour d'appel qui a un siège, 2 sièges, 3 sièges et 4 sièges. Voilà. Donc, je vous montre, vous voyez. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous avez, plusieurs sièges donc, qui vont, pas l'intégralité. Il peut y avoir des États où il va y avoir des intégralités, mais il y a des structures d'État qui vont donc remettre en jeu un certain nombre de sièges. Alors ce qui est important, parce que tout dépend évidemment, comme exactement la Cour suprême. Alors la Cour suprême fédérale qui soit à Washington, les juges sont nommés non pas par les Américains, mais par le Parlement. Mais chaque État possède, alors pas tous je crois, il y a quelques États qui n'en ont pas, mais quasiment tous les autres États possèdent leur propre Cour suprême. Et donc la Caroline du Nord possède donc sa Cour suprême, et donc voilà, vous avez ici vous avez donc la liste des candidats, donc démocrates, républicains, vous avez leur descriptif, donc ce qu'elles ont fait, la candidate statement, donc voilà un petit texte pour que chacun puisse expliquer ce qu'il veut, ce qu'il veut expliquer, voilà, vous voyez. Donc évidemment, c'est souvent d'ailleurs des gens qui sont du domaine judiciaire, puisque Air Force, District, celui-là, occupation juge de la Cour d'appel, supérieur cour de juge, alors celui-là, éducation, machin, occupation juge également. Bon, évidemment, la plupart d'entre eux se présentent à leur propre réélection. D'une manière générale. Donc voilà pour le midterm, c'est-à-dire que le midterm, c'est pour ça qu'il est important le midterm à mi-mandat d'un président, parce qu'il permet de voir quelle est la tendance. Est-ce que les Américains vont voir une continuité de confiance envers le président en lui permettant, s'il possède déjà la majorité au Sénat, de confirmer cette majorité, ou au contraire, voilà, c'est le principe que vous connaissez, tout simplement d'inverser la vapeur, c'est de donner finalement le Sénat aux partis d'opposition, mais aussi à l'échelle nationale, c'est-à-dire dans tous les États où il va y avoir des élections. Et de ces élections, et c'est là que ça va être très important, c'est de voir combien de sièges détenus par des démocrates, là en l'occurrence sur les cours suprêmes, sur les cours d'appel, sur des postes de procureurs, combien vont conserver leur poste, que ce soit du côté démocrate comme républicain. Au contraire, est-ce qu'il va y avoir des bascules
importante. Et il y a un État qui, depuis cette semaine, commence à inquiéter un petit peu les démocrates, c'est l'Oregon. L'Oregon est un État de la côte ouest, coincé entre la Californie et l'État de Washington, parce que c'est un État traditionnel progressiste, c'est-à-dire qu'en règle générale, quasiment tous les postes importants sont détenus par des démocrates. Or, il semblerait que dans certains comtés et dans certains districts, eh bien, les choses se gâtent un petit peu. Vous le savez, l'Oregon, c'est Portland. Portland, ça a été une ville qui a eu les projecteurs fixés sur elle depuis un certain temps à cause des conséquences des mouvements BLM, des mouvements progressistes, des mouvements qu'on pourrait appeler gauchistes, et qui ont considérablement porté préjudice à des intérêts économiques, plus particulièrement concernant l'immobilier du centre-ville de Portland. Et donc de ce fait, malheureusement, ça va aussi jouer sur l'élection. Alors, il y a de fortes chances que les démocrates conservent les sièges, mais qu'ils ne les conservent pas comme ils avaient l'habitude de les conserver, c'est-à-dire en ayant un résultat écrasant. Les résultats, eux, vont être importants. On va voir comment la notoriété, le soutien, le support qu'apportent les Américains de ces États est-il toujours aussi solide, ou si au contraire, il est en train de s'éroder. Cette érosion, elle va devenir évidemment inquiétante, parce que ça voudrait dire que si on ne change rien, si on n'apporte pas des réponses, si on n'apporte pas des solutions à certains problèmes qui sont les causes de ces érosions, il y a de fortes chances qu'on ait de très désagréables surprises en 2024. Donc, affaire à suivre, on va voir un petit peu au mois de novembre comment ce mi-terme va se dérouler. Évidemment, la question de savoir est-ce que Biden va garder la majorité au Sénat. Là, c'est la question qui reste posée. Moi-même, je ne m'avancerai même pas à vous dire si oui ou non il va la gagner, il va la conserver ou il va la perdre, parce que malheureusement aujourd'hui, on est dans une telle déliquescence d'opiniâtreté ou d'opinion politique de la part des Américains. Je vous le répète, aujourd'hui on estime à plus de la moitié les Américains qui se disent démocrates ou républicains, qui ne croient plus en leurs politiciens, qui sont fatigués, qui en ont marre. Et finalement, quand on veut essayer de sonder le paysage politique américain, eh bien malheureusement, on sonde ce qui reste, c'est-à-dire les extrêmes. Les extrémismes ultra-conservateurs religieux, d'un côté pro-Trump, pour ne pas les nommer minorité, mais quand même relativement importante, et de l'autre côté, les démocrates ultra-progressistes, souvent bourgeois, bobos, ce qu'on connaît à Paris, et qui sont des gens parfois totalement déconnectés des réalités, et qui sont les mêmes aujourd'hui qu'on voit militer pour des sujets qu'eux-mêmes ne comprennent pas, ou sont incapables d'expliquer. Mais ils sont dans le camp du bien. Ils sont dans le camp du bien, donc la question à un moment donné de les remettre justement en question dans leurs positions, dans leurs opinions, dans leurs convictions. Donc, affaire à suivre, parce que je pense que ça va être très intéressant pour voir un petit peu l'humeur, tout du moins la progression de cette humeur qu'il y a aux États-Unis. Et je rappelle ce qu'il se passe actuellement en Europe, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Je peux vous garantir qu'une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ici aux États-Unis, il n'y a aucun impact. Oui, il y a de l'inflation. Oui, la vie devient chère. Oui, le prix de l'essence, là, est en train de réaugmenter. Mais ça n'empêche pas les Américains de continuer à vivre.
comme ils peuvent continuer à vivre, ce qui peut se passer en Europe, ils en ont rien à carrer. Concernant la manifestation, ou tout du moins, oui, manifestation qui a eu lieu le 16 octobre dernier, sous l'organisation de plusieurs partis, plus particulièrement le parti de gauche, la NUP, et des syndicats. Alors oui, ils étaient nombreux. Alors, comme d'habitude, petite bataille de chiffres entre, alors certains disent 30 000, d'autres disent 140 000, etc. Mais à la rigueur, on s'en tamponne. Ceux qui étaient sur place, les Parisiens qui ont pu voir cette manif, sont les seuls à juger si oui ou non est-ce qu'il y avait du monde. À eux de nous le témoigner sur les réseaux sociaux. J'ai vu les images, j'ai vu les photos. Bon, oui, petit succès pour cette manifestation, mais encore une fois de plus, comme je l'ai dit très souvent, ça reste une manifestation adoubée. Adoubée pourquoi? Tout simplement parce que sous la responsabilité et l'organisation d'un parti politique, en particulier les partis politiques de la NUPES et des syndicats. Donc, c'est-à-dire, croupir. On se calme. En effet, pour essayer de dénaturer, décrédibiliser le mouvement, on a envoyé des CRS, on a envoyé quelques petits CRS un petit peu excités pour essayer de trouver un petit peu les petits réfractaires, les petits révolutionnaires en short, qu'il suffit de titiller un petit peu pour les pousser à commettre des actes qui seraient considérés comme du trouble à l'ordre public. On en trouve toujours dans les manifestations, toujours. Non, moi, il y a un truc qui m'a gêné. C'est quand je voyais les vidéos, je voyais les gens, etc. Alors, oui, c'était assez bigarré. Et il y a eu ce problème où, à un moment donné, des manifestants ont pris à partie le bus scénique, on va dire, sur lequel est intervenu Roussel, je crois, Mélenchon, etc. Sauf que le bus a été pris à partie par des manifestants estimant que ces personnalités politiques étaient là finalement pourquoi? Pour se faire valoir. Je rappelle que les députés se sont fait augmenter de 250 € sur leur indemnité parlementaire. Donc y compris M. Caron, M. Ruffin, Ruffin c'est un peu à part parce que lui il a démontré que l'intégralité de ses revenus de parlementaire allait à une association, un truc comme ça, c'est peut-être le seul à le faire. Pour lui, si c'est toujours le cas, respect. Ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est de voir que finalement, ceux qui contestaient la présence de ces personnalités, parce qu'elles se mettaient sur un bus, donc voilà, avec un cordon de sécurité, hein, évidemment, où il n'y avait que les élus, les privilégiés, etc. C'est ça qui était... Alors, je veux bien comprendre et admettre qu'il faut de la sécurité parce qu'on n'est jamais à l'abri aujourd'hui, surtout aujourd'hui, d'avoir un taré qui risque de se précipiter sur un élu ou une personnalité politique pour essayer de lui planter un couteau, etc. Donc, je peux comprendre. Mais le problème, c'est que pour des gens qui viennent manifester avec la bonne intention du monde, et se voir finalement relégués au second plan et que ce sont ces guignols de politiciens, toujours les mêmes, qui viennent tenir leurs bons discours, qui viennent ameuter les foules, alors qu'en réalité, ils ne font rien. Ils ne font rien, ils ne font que contester, protester, mettre en opposition au Parlement, mais en réalité, ils foutent plus le bordel qu'autre chose. Et donc, il y a des gens qui, ça les a un peu énervés. Ça les a un peu énervés et on voit cette vidéo où les gens commencent à dire oui, il y en a marre de ces gens qui se mettent au-dessus de nous, etc. Quand on manifeste, c'est avec le peuple, c'est parmi le peuple et pas dans un petit carré de privilégiés sécurisés. Donc, et l'autre chose, alors là par contre, il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en proportion... Moi, j'avais l'impression, comme je vous l'ai dit, d'avoir des gens un peu bigarrés, mais en gros, beaucoup de gens de gauche, bourgeoises, plutôt aisés, mais concernés.
c'est-à-dire des véritables gens du peuple, des véritables gens ouvriers, je ne suis pas sûr qu'ils étaient dans cette manifestation. Comme je vous l'ai dit, exactement comme aux États-Unis. Parce que ces gens, je pense qu'ils en ont marre, ils en ont marre de ces guignols. Alors il y a une autre manifestation qui est prévue le 18 octobre. Alors c'est celle, je crois que c'est celle des syndicats, ou c'était celle du 16, je ne sais plus. Vous rectifiez-moi dans les commentaires pour repréciser la chose. Mais à plusieurs reprises, je vous ai déjà expliqué le problème aujourd'hui de la manifestation. Et d'ailleurs, c'est un problème qui a été très exacerbé, très mis en avant avec les Gilets jaunes. C'est que le droit de manifester, oui, vous l'avez. Sauf que, évidemment, comme toute société civilisée, organisée, administrée, il faut un minimum. Et le minimum, c'est des déclarations. Quand vous faites une manifestation, vous organisez une manifestation, vous devez faire une déclaration. Et de cette déclaration, vous est donné l'autorisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on ramène, quand on rassemble beaucoup de gens, il y a un risque. Il y a un risque que ça amène évidemment des gens pas forcément très motivés par la question de la manifestation, mais plus parce que ça fait du monde et puis que il y a des opportunités qui peuvent s'offrir au cas où, comme on en a déjà vu. Donc là, à partir de là, il y a une part de responsabilité. Il y a une responsabilité administrative. Et cette responsabilité administrative, elle repose sur les organisateurs. Raison pour laquelle, lorsque les Gilets jaunes ont voulu organiser la première manifestation, je crois que c'était en 2017, 2018, je ne sais plus, au premier abord, ils voulaient déposer une demande d'autorisation. Sauf que la préfecture a dit « Ok, mais au nom de qui ?» Là, elle dit « Non, c'est... » Et là, vous comprenez que si vous déclarez une manifestation, si on veut vous donner l'autorisation, nous, il faut qu'on ait des gens ou des organismes sur lesquels on peut se retourner si jamais il y a un problème. Puisque c'est vous les organisateurs. Nous, on a la responsabilité de fournir un cadre de sécurité, donc police, CRS, etc., pour encadrer ou cadrer votre manifestation. Mais en moindre dérapage ou moindre problème, nous, il nous faut des responsables. Or, les Gilets jaunes, ils ont dit, ouais, non, on sent l'arnaque, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont retirés. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont été réprimandés, ont subi de la répression. Parce que il n'y avait aucune organisation, aucun mouvement, aucune association qui organisait ces manifestations, contre lesquelles les autorités pouvaient se retourner en cas de pépin. Donc, forcément, s'il n'y a pas de représentation, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas d'association officielle qui prend sur elle la responsabilité d'organiser une manifestation, la préfecture ne délivre pas d'autorisation. C'est une sécurité, alors compréhensible, sur le plan administratif, comme sur le plan aussi juridique. Mais c'est aussi un outil pour s'assurer que les manifestations puissent être organisées par des organismes adoubés. Donc pour faire valoir le droit à la démocratie, le droit à l'expression, le droit au peuple de pouvoir manifester, de contester, etc., il peut le faire, mais uniquement sous la coupe d'organismes qu'on qualifiera évidemment de complices, de traîtres. Donc finalement, vous avez le droit de manifester, mais de manifester selon des codes, selon des préceptes, selon des valeurs que l'on définit à l'avance. Ça vous permet donc ainsi, pour la République, d'avoir une soupape de sécurité. Cette fameuse soupape que vous avez sur votre cocotte minute. Quand la tension monte, hop, on organise des manifestations, tout comme on peut organiser des grèves, et des grèves limitées, pour dire, vous voyez, on fait des combats, sociaux, mais en réalité, qui ne servent à rien. Parce que tout est géré, calculé, contrôlé. Dès que vous voyez des manifestations de gens qui en ont gros sur la patate et qui commencent à vouloir réclamer quelque chose, etc., ils sont très rapidement tués dans l'œuf. Si vous commencez à voir des individus anonymes, comme vous et moi par exemple, qui demain décident par les réseaux sociaux d'organiser une manifestation sans demander d'autorisation à qui que ce soit, vous pouvez être certain que vous allez voir soit les RG, soit la police, soit la gendarmerie débarquer chez vous.
la liberté, elle n'est pas absolue. La liberté, elle se jouit dans un cadre. Or, si ce cadre est confié à des gens qui n'ont pas l'intention de vous donner cette liberté dans un cadre défini, et se servir de ce cadre pour faire pression sur vous, parce qu'ils ne sont pas d'accord de vous laisser la liberté de vous exprimer, eh bien voilà toute la subtilité que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Donc ces manifestations sont les soupapes de sécurité de ce que nous disions peut-être plusieurs d'entre nous à dire que ça va péter à la rentrée. Ben non, ça ne pète pas. Ça ne pète pas puisque vous voyez que les syndicats, les partis politiques sont en train tout simplement d'organiser ce qui va permettre à des gens de pouvoir en effet manifester, contester, dire leur mécontentement, dire leur colère, etc. Et puis une fois que ce sera fini, allez, tout le monde c'est chez soi. Et voilà, emballer, c'est peser. Et on va pouvoir continuer la petite politique qui va consister à un moment donné à faire monter les gens, en fait, les uns contre les autres. Parce que le problème des manifestations, c'est que dans les manifestations, les gens se rencontrent. Les gens se rencontrent, parlent entre eux, partagent les mêmes idées, parfois divergentes, parfois s'expliquent, parfois débattent. Ça fait évoluer les choses, ça fait évoluer la compréhension des choses. Et ça, c'est dangereux. Alors que quand vous faites des pénuries, quand vous faites des pénuries d'essence, des pénuries alimentaires, quand vous alimentez un peu sur le feu les problèmes communautaires, quand vous soulevez le tapis sur toutes les merdes qu'on a laissé traîner pendant des décennies sur l'insécurité, les conflits communautaires, religieux, bah vous avez tout le cocktail qui, à un moment donné, vos manifestations, il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce que là, on sera passé à l'étape suivante. La guerre civile, la guerre civilisationnelle, le chaos, l'insurrection. Donc dites-vous bien que ces manifestations, alors en effet, les médias s'amusent. Les uns disent oui, ça va, mais ils n'étaient pas très nombreux. L'un d'autres qui disent oui, on en a vu un qui avait un propos antisémite. Ah, c'est tous des néo-nazis, tous des racistes. C'est le jeu, ma pauvre dame. Sauf que le problème, c'est que un des outils que pour l'instant ils ne maîtrisent pas, c'est les réseaux sociaux. C'est l'Internet. Et attendez-vous que très rapidement, les taux se resserrent. Si vous avez Facebook, si vous aimez échanger des informations avec des gens, des informations sur politique, géopolitique, santé avec le Covid, dont d'ailleurs l'histoire de cette commission parlementaire dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, eh bien, fait son chemin, ça y est, des médias commencent à en parler, parce que elles n'ont pas le choix, parce que ça fait quand même boule de neige. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils vont être obligés de commencer à censurer. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'à force, les gens commencent à s'envoyer des mots, des données, des documents, etc. Alors évidemment, derrière, vous avez les fact-checkers qui vous disent non, c'est faux, c'est pas vrai, machin, etc. Sauf que ceux-là, eux-mêmes, se contredisent parfois, ou essaient tout simplement de distordre un peu la vérité pour vendre une vision des choses et altérer la réelle vision que vous pouvez avoir sur le fait. Facebook en particulier commence déjà à censurer. Il censure des documents, il censure des sites. Aujourd'hui, il y a certains sites que l'on pouvait mettre le lien, etc. pour partager, on ne peut plus le partager. Facebook bloque les liens. Donc on peut juste se contenter de faire un copier-coller de l'article, mettre la référence, et après, si vous voulez voir l'article, démerdez-vous, allez chercher sur Internet. C'est ce qu'aujourd'hui on est obligé de faire pour faire passer certaines informations, parce que si on met le lien, c'est-à-dire si on met la source, comme je le fais par exemple pour ces vidéos en descriptif, je vous mets des fois des liens des sources d'informations que j'ai pu avoir pour vous expliquer tout ça, sur Facebook ça devient de plus en plus compliqué.
Parce que, évidemment, il y a une classification de sites que l'on considère comme étant des sites complotistes, des sites pro-Poutine, des sites pro-russes, des sites... Alors que non, certains sites sont des sites d'information, des sites de revues de presse. Revues de presse, c'est-à-dire que c'est des presses mainstream, des presses... une des revues de presse que je suis depuis très très longtemps, qui est celle de Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, ça fait depuis longtemps qu'il n'a plus le droit d'être sur Facebook. Sa page Facebook, je crois, a été censurée. La page Wikipédia française a été supprimée. Il y en a qui se sont rendus compte qu'il y avait une page Wikipédia anglaise, elle aussi a été supprimée. Et reste YouTube, ou sur YouTube, même si je crois que YouTube, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup d'abonnés qui avaient disparu. D'où la raison pour laquelle beaucoup de ces gens, comme Pierre Jovanovic, comme il en existe d'autres, comme je vous ai parlé de Trouble Fête dans ma précédente vidéo, d'ailleurs il a remis sa vidéo sur YouTube où il a simplement supprimé l'image de l'extrait qui lui avait été reproché d'avoir tiré sans en avoir l'autorisation. Il y a Odyssée, qui reste une alternative. Pour ma part, j'ai une chaîne Odyssée, j'ai mis quelques vidéos, mais je ne suis pas très constant, d'ailleurs pas du tout, pour l'instant, tant que je peux mettre des vidéos sur YouTube. Pour l'instant, Odyssée est une chaîne qui vit encore, est une chaîne de secours, mais je peux m'attendre éventuellement que si un jour cette chaîne finit par grossir et avoir une plus importante communauté, je m'attends à être beaucoup plus sujet à des surveillances d'algorithmes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je remercie tous les abonnés de cette chaîne puisque j'ai pu voir que j'avais atteint les 200 abonnés. Ah, mon Dieu, nous sommes 200. Bon, je suis loin des 10 000, mais l'espoir fait vivre. Fin de parenthèse. Donc forcément, l'étau va se resserrer sur les réseaux sociaux, poussant éventuellement les gens à aller sur des bases alternatives. Bases alternatives, je reviens très rapidement sur Twitter. Musk n'a toujours pas, n'abandonne pas le fait de racheter Twitter, même si aujourd'hui c'est un peu un blocus parce que autant la direction de Twitter ne veut pas se faire racheter par Musk, autant Musk demain peut très bien balancer en disant que Twitter est une fumisterie, est un arnaque, parce qu'il y a des millions et des millions de faux comptes qui donnent une valeur à Twitter, et donc ça veut dire que Twitter qui est en bourse est en réalité complètement surévalué. Et on a appris, alors il y a un autre réseau un peu moins connu qui s'appelle Parler, qui est un réseau social alternatif, un peu comme les Telegram ou Through, j'ai du mal avec ce mot. C'est Kanye West. Kanye West qui a proposé de racheter Parler. En ce qui me concerne personnellement, toujours sur Twitter, mais j'ai également Telegram. Sauf que Telegram, je vais être tout à fait franc avec vous, Telegram, il faut faire la part des choses et de temps en temps, il faut faire un petit peu le ménage. Même si vous pouvez obtenir des informations très intéressantes avec des liens sérieux, autant vous avez des comptes qui sont vraiment des comptes très affirmés, très parti pris. Je pense à certains comptes très pro-Trump. C'est intéressant d'y regarder, d'y jeter un œil pour voir comment ça tourne, comment ça se passe, comment ça discute là-dedans, etc. Pour oui, en effet, se dire, ouais, il y a des trucs quand même où là, c'est un peu too much. Donc il va y avoir un moment donné où de toute façon, oui, il va y avoir une bascule, c'est-à-dire que tous ces réseaux sociaux mainstream que sont Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, vont finalement devenir que des endroits où c'est du divertissement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire autre chose, parce que forcément, si on dit des choses qui ne vont pas, on sera ennuyé, on sera bloqué, on sera striké, on sera censuré. Ça viendra de toute façon.
Mais pour l'instant, profitons-en, profitons que nous sommes 200, une petite communauté, pour continuer à échanger sur des informations essentielles. Et donc, écoutez, j'ai envie de dire que malheureusement, les choses vont pas dans le bon sens. Et je pense que les choses vont empirer. La géopolitique, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle va très très vite. Dernière information, Erdogan aurait signé avec Poutine pour créer un hub, c'est-à-dire une sorte de carrefour, si vous voulez, pour les énergies, plus particulièrement pour le gaz. Macron a dit que de toute façon, non, il y a hors de question qu'on travaille avec les Turcs. Mais de toute façon, Macron s'en branle de son avis, puisque c'est très clairement l'Union européenne qui désormais aujourd'hui dirige les pays membres. Mais c'est une tactique pour Poutine de pouvoir vendre son gaz à qui on veut, non plus en achetant directement et donc passer en dessous des radars des sanctions, et passer par un intermédiaire, Erdogan. Erdogan, qui lui va assurer revendre le gaz russe à un prix acceptable. Et du coup, c'est pour cette raison que la France va devoir, ou du moins va vendre du gaz aux Allemands. Parce que vous comprenez, les Allemands, hors de question qu'on achète du gaz aux Turcs. J'ai vu passer apparemment une tentative d'attentat qui aurait été déjouée sur le Turkmen Pipe, qui est le dernier gazoduc, je crois, ou je ne sais plus si c'est gazoduc ou pétroleux, qui est encore en fonction. Alors s'ils font péter celui-là aussi, alors là, vous pouvez dire adieu à toute possibilité d'avoir du gaz russe ou pétrole russe. Il faudra passer obligatoirement par des intermédiaires. Parce que là, pour l'instant, on essaie de faire des pieds et des mains pour avoir du GNL. Le GNL, c'est le fameux gaz liquéfié, sauf que il est plus cher, c'est plus difficile à transporter. Et comme vous le savez, en France, nous n'avons pas de port adapté pour pouvoir recevoir directement ce gaz. Donc on est obligé pour l'instant de recevoir ce gaz liquéfié par d'autres ports et donc de payer des taxes en plus. Donc c'est pour ça que vous allez devoir payer votre gaz plus cher. Oui, de toute façon, on en reparlera dans une autre vidéo. On fera un petit peu plus l'état précis sur la situation en Europe parce que le bateau coule. Oui, le bateau coule. Votre bateau européen est en train de couler. À tous les niveaux. Alors, économique, monétaire, budgétaire, souveraineté. D'ici là que ça commence à se taper sur la gueule, oui, communautairement, ça commence. On ne vous le dit pas, mais là vous commencez à avoir des communautés qui subissent un des effets dominos économiques et qui commencent à s'entretuer pour des territoires. Je parle évidemment de la drogue, la prostitution, le recel, etc. Oui, bien sûr. Plus l'importation des idéologies d'extrême, alors pas seulement religieuses, pas seulement communautaires, mais aussi écologistes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là en Grande-Bretagne, il se passe un truc, là, vous avez un mouvement qui s'appelle Stop Just Oil. Alors là, ils sont en train de pousser des actions individuelles. Alors on a eu un mec en jupe rouge qui a foutu la peinture sur une façade d'une boutique Aston Martin. Vous avez un petit collectif qui s'est fait un sitting en plein milieu de Londres pour couper la circulation. Et vous en avez là qui sont montés, je crois, sur un pont ou sur une ligne, je crois que c'est un pont, pour tendre une bannière, etc. Mais pareil, leur discours, alors c'est soi-disant pour lutter contre, pousser le gouvernement à ne plus acheter du pétrole ou du gaz à la Russie ou je ne sais autres, etc. Mais on a envie de leur dire, mais vous êtes habillés avec quoi là? Qu'est-ce que vous croyez? Votre gilet, votre pantalon, comment ils ont été fabriqués? Avec quoi? Si vous voulez pousser la société à revenir à l'âge de pierre, dites-le. Ah bah oui, c'est sûr que la planète, on va la sauver. Sauf qu'il y a des chances qu'on soit obligé de massacrer des milliards d'individus. Non mais, complètement à côté de la plaque. Complètement.
Donc on reviendra certainement dans une future vidéo, j'essaierai de compiler un petit peu pas mal de nouvelles informations, de nouvelles données. Et puis je vais terminer, oui, c'est continu, hein, l'histoire de gros bras. Alors là, on a l'OTAN qui est en train d'organiser une opération, une simulation de cas d'attaque nucléaire. On a Biden qui a accusé la Russie que si jamais ils utilisaient l'arme nucléaire, les États-Unis s'arrangeraient pour faire revenir la Russie au XVIIIe siècle. Je vous invite à aller voir une carte de la Russie au XVIIIe siècle. C'est comique, c'est drôle. C'est drôle, l'Ukraine n'existe pas. Ben oui, l'Ukraine contemporaine, les premières frontières, je vous l'avais expliqué, hein, elles datent de la fin du 19e, hein, mais avant, il n'y a pas d'Ukraine. D'ailleurs, pendant que je parle là maintenant, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo qui fait un résumé assez rapide, historique de cette région, sur 1000 ans, je crois. Vous voyez, c'est très intéressant. Si vous arrivez à voir, regardez bien, c'est très instructif et ça permet de s'instruire, de se dire, bah oui, tout compte fait, c'est vrai que l'Ukraine en tant qu'État, en tant que pays, n'existe pas avant le fin du 19e siècle. Il y a une petite période d'indépendance lors de la Révolution russe, mais ça a duré, je crois, 2-3 ans. Au bout de 2-3 ans, le Ruskov dit et on intègre ça à l'URSS. Boum, terminé. Puis après, il y a eu évidemment Khrouchtchev qui a réintégré la Crimée, enfin intégré, pas réintégré, intégré la Crimée en 1954 à l'Ukraine, parce que lui-même était ukrainien. Mais tout comme d'ailleurs Staline, hein, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, Staline n'était pas russe. Staline était géorgien. Et pour terminer, j'ai dû vous le mettre en commentaire, mais je vous le rappelle, vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois de Gouvajdi. Gouvajdi, c'est ce franco-russe qui fait des vidéos très intéressantes, très objectives, qui ne fait pas un parti pris pro-russe ou pro-occidental, mais qui nous explique de façon, comme il le peut, objective la situation pour bien comprendre les enjeux, etc., qui avait disparu, qui ne faisait plus de vidéos depuis l'attaque du 24 février de la Russie. Vous pouvez peut-être comprendre pourquoi, parce que peut-être qu'il avait peur de se voir accusé d'être un pro-russe, de par sa chaîne, eh bien, il est revenu le 16 octobre, il a fait un live, je crois qu'un live qui dure 2 heures à peu près, où il explique son point de vue sur la guerre, ce qu'il lui peut raconter de ce qu'il a pu voir en Russie. Je dis bien de ce qu'il a pu voir en Russie parce qu'il est aujourd'hui en France. Il est revenu en France. D'ailleurs, il explique il n'était pas craint d'être parmi les mobilisables parce qu'il n'a pas fait son service militaire en Russie, mais qu'il peut être mobilisable le cas échéant. Et il nous raconte, en effet, il nous raconte là quelque chose qui correspond mieux à une réalité, qu'en réalité, il n'y a pas de victoire absolue dans cette histoire, qu'il y a bien des impacts en Russie, que le problème, c'est que, et ce qui est très intéressant, parce que là, je pense que c'est véritablement la réalité de la Russie. Il explique qu'en réalité, une grande partie des Russes ont toujours été attirés par l'Occident. Sauf que il y a beaucoup de Russes qui regrettent que l'Occident ait fait preuve et démontré qu'en réalité, ils voulaient détruire la Russie. Que les Russes, même s'ils sont plutôt pro-occidentaux, n'accepteront jamais de voir leur pays se faire envahir, se faire détruire, se faire dépecer par les Occidentaux. Que beaucoup de Russes ne sont pas pro-Poutine, mais qu'ils le sont de facto parce que pour eux, Poutine est le dernier rempart contre la disparition de la Russie. Parce qu'on parle bien de la disparition de la Russie.
Et ça rentre aussi en ligne de compte sur le fait que, comme je vous l'avais expliqué, si la Chine aujourd'hui est un allié de la Russie, elle est un allié par intérêt, et non pas par alliance, alliance morale, alliance souveraine, ou de souveraineté, ou des choses comme ça. Parce que la Chine, elle, dans ses intentions, c'est de toujours tirer profit de ce qu'il y a dans la Russie, c'est-à-dire le pétrole, le gaz et les minerais. Si demain la Chine en avait les moyens, elle ne se gênerait pas pour faire une alliance avec les Américains pour dégager Poutine. Or, comme la Chine est dans une position de vouloir prendre le leadership économique mondial contre les Américains, bah j'ai envie de dire, c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Donc, si vous voulez aller voir cette vidéo live, j'espère qu'elle est toujours disponible, bah, je vous invite à aller la voir pour avoir un point de vue d'un franco-russe, qui est un point de vue, comme je vous l'ai dit, très objectif. Il ne prend pas parti pour pro-occidental ou pro-Poutine, un truc comme ça. Lui, franchement, je trouve qu'il dit les choses avec ses complexités, avec certains détails que, évidemment, vous n'entendrez jamais dans les médias mainstream. Donc, n'hésitez pas, allez-y le voir. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, toujours avec l'actualité, peut-être une autre thématique, je ne sais pas, si vous souhaitez avoir une thématique en particulier. Je referai peut-être une vidéo sur le cinéma, sur les salles de cinéma, parce que là aussi ça évolue un peu, plus particulièrement pour ce qui concerne la France. On se rend compte que la France, tout d'un coup, est un îlot dans l'univers de l'exploitation et plus globalement de l'industrie cinématographique mondiale. Et je vous rassure, on a eu la nouvelle, si vous aimez Marvel, si vous aimez Black Panther, Disney a finalement accepté de sortir le Wakanda Forever pour Noël dans les salles de cinéma, mais la guerre est toujours ouverte avec les autorités françaises, plus particulièrement concernant cette fameuse chronologie des médias, qui est un frein, je dirais, à certains distributeurs qui travaillent, enfin surtout les distributeurs américains, qui travaillent de plus en plus aujourd'hui avec les services streaming, sauf qu'en France, il y a un blocage, puisque les services streaming ne peuvent pas sortir les films comme ils les sortent aux États-Unis, dans des délais beaucoup plus courts, à cause en France de cette chronologie des médias. Et je viens juste de me souvenir aussi d'un truc très important. Je vous avais parlé dans la vidéo sur les salles de cinéma que de toute façon, tôt ou tard, les enseignes des cinémas Gaumont allaient disparaître au profit de Pathé. Ça y est, ça a été confirmé, puisque le statut de la société a été modifié et désormais s'appelle Pathé France. Et donc, Pathé France va commencer la transition des cinémas, des salles de cinéma Gaumont. Donc les salles de cinéma Gaumont, les salles de la Marguerite, vont céder la place aux jaunes Pathé dans les... alors je crois qu'ils ont un an et demi, je crois que c'est un projet qui s'étale sur un an et demi. Donc tous les cinémas Gaumont, si vous avez un cinéma Gaumont dans votre région, etc., ne soyez pas surpris qu'un jour ou l'autre il soit en travaux, parce qu'il va tout simplement se relooker à l'image de Pathé. Ça ne change rien dans les pratiques, puisque de toute façon ça faisait déjà presque depuis plus de 10 ans que c'était Pathé qui gérait la société. Donc à votre niveau, en tant que spectateur, client, donc si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu complète sur cette aventure que j'ai connue personnellement, n'hésitez pas. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous, attention, winter is coming.